il préfère être pauvre en Europe que d'être riche en Afrique. Oui, ça, je le disais, mais aujourd'hui, la vision n'est vraiment pas la même. Et il a fallu vraiment que je me retrouve de côté pour comprendre le phénomène. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il aurait mieux que je croie sans avoir été même derrière là-bas. Marine-Noëlle Niba, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors on vient de voir un extrait de ce documentaire qui n'est pas l'histoire des migrants, comme je le disais, mais qui est l'histoire d'hommes et de femmes qui, à un moment donné de leur vie, ont connu un parcours de migration. Quelle est l'origine de ce film? Quel a été l'élément déclencheur? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire je vais faire un film sur l'histoire de chaque migrant? Il faut dire que ça fait plusieurs années, près d'une vingtaine d'années, que j'entendais déjà au Cameroun parler des familles qui se sacrifiaient pour envoyer les leurs en Europe par des voies pas toujours conventionnelles. Il y avait des moments où on n'entendait même plus parler des membres de la famille, mais personne n'en disait plus que ça. Et c'était devenu comme une mode. Et déjà là, je me suis rendu compte que même dans ma famille, il y avait des gens qui partaient. Ils voulaient à tout prix aller en Occident et malgré les conseils, vous aviez des gens qui vous disaient « moi aussi je veux y aller » et on vous mettait des centaines, des milliers, disons des millions de francs CFA pour y arriver. Et moi, c'était déjà quelque chose qui m'interpellait. Et il y a quelques années, quand j'arrive en France où je travaille à l'ambassade, je vois des migrants qui, pour la plupart des Africains, avec ces images même qu'on nous bassine tous les jours, des gens qui meurent, je retrouve des jeunes gens qui arrivent un peu traumatisés psychologiquement par leur traversée, qui me racontent un peu leur galère pendant des années. Vous avez envie de raconter leur histoire. Voilà, j'ai eu envie à ce moment-là de me dire, mais cette histoire qui me taraude depuis longtemps, peut-être c'est le moment. Et c'est comme ça que je suis partie de l'histoire de Guy Roméo, ce migrant. Alors justement, oui. c'est la question que je voulais vous poser. Je vous demandais le point de départ, en fait, ça a été un peu cette rencontre avec Guy Roméo qui a été le déclencheur de ce film. Oui, qui m'a... Oui, Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? J'ai décidé de commencer par Guy Roméo parce que déjà l'histoire, je l'avais dans ma tête, mais je ne savais pas comment aborder cette thématique sans aller toujours sur ce qui est déjà connu, ce qui est déjà vu. Et quand j'ai vu Guy Roméo, ce jeune migrant camerounais, ce jeune camerounais qui arrive vers moi, un peu envoyé par Mac Taylor, qui me dit, après avoir entendu parler de mon projet, il me dit, il y a un jeune migrant qui viendra te voir de ma part. Et quand ce bonhomme se présente à moi, c'est un Camerounais qui me raconte comment il a mis 4 années à traverser le désert. Alors lui, quelle est sa particularité? Lui, il est venu en France, non pas parce qu'il ne savait plus comment faire pour vivre, mais parce qu'il avait un espoir. Où il venait, sa motivation première, c'était de rencontrer Mac Taylor, son idole. Il voulait devenir une star du rap comme Mac Taylor. Et il a risqué sa vie pendant 4 années. Comme il a dit, j'ai fait la barrière pendant 20 fois, j'ai tenté de traverser la barrière et il a vu ses amis mourir, mais tout le temps, il continuait jusqu'au jour où il allait toquer à la porte de Mac Taylor un matin. Et j'ai décidé de partir de là et comprendre qu'est-ce qui peut bien pousser les gens. Et ce qui est même terrible, c'est qu'arrivé sur place, il se rend compte de la désillusion. L'Europe dont il entendait parler, il pensait que tout était rose. Et il arrive, il se rend compte qu'il est dans la galère, une vraie galère, et il craque. Et psychologiquement, il est touché. Alors justement, dans ce film, vous abordez beaucoup quelque chose dont on parle peu au sujet de ceux qu'on appelle les migrants. C'est tous les traumatismes psychologiques. Beaucoup sont suivis par des psychiatres d'ailleurs. Qu'est-ce que la rencontre avec ces personnes vous a appris de leur parcours et de leurs blessures intimes ? Si j'ai même décidé de partir de Guy Roméo, c'était aussi pour partir de là et refaire le cheminement retour. Parce que, comme je disais déjà, au Cameroun et ailleurs et en Afrique, nous avons suivi des histoires de beaucoup de migrants qui sont rentrés. Mais jusque-là, on parle des migrants en général. On s'arrête sur ce que nous voyons tous les jours, ceux qui arrivent sur les berges de l'Europe, ceux qui sont récupérés, sans penser à ceux qui sont rentrés. Parce qu'avant, eux, il y en a eu beaucoup. Et alors, comme j'en avais déjà entendu parler, j'ai décidé de retourner au Cameroun où il y avait ceux des miens, comme Stéphane, mon frère adoptif, comme mon cousin Léo, qui sont rentrés depuis plus de 8 ans, qui sont rentrés et qui ne parlent pas. Ils sont
considérés comme des losers, à qui on ne donne pas la parole Alors du tout. justement, on va parler de ceux qui sont rentrés et qui ont fait ce voyage qui est finalement presque aussi difficile que le voyage aller. Mais je voudrais qu'on reparle encore un petit peu des traumatismes psychologiques parce que dans le film, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Vous montrez certains de vos personnages avec leur thérapeute, avec leur psychiatre. À quels troubles, à quels problèmes sont-ils confrontés? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller voir des psychiatres? Guy Roméo, par exemple, est complètement choqué parce qu'il arrive, il se rend compte que déjà, la traversée en elle-même, c'est un parcours de combattant. Pendant 4 années, il a vu les gars avec lesquels il était parti qui tombaient, qui mouraient. On en tuait beaucoup. Et il le raconte, il va le raconter dans ce film. Il va raconter comment son meilleur ami meurt devant lui. Il va raconter comment ils ont tenté la traversée plusieurs fois et comment c'est tellement dur. Et quand ils arrivent à traverser, oui, ils vont crier, ils vont dire voilà, victoire, ainsi de suite. Mais arrivés sur place, ils se rendent compte que les bras ne sont pas ouverts. Ils n'ont pas de papier, ils n'arrivent pas à se mouvoir dans l'Europe qu'ils ont tant espéré. Et là, je crois qu'on a besoin à ce moment-là d'un psychiatre, comme son cas, où il est suivi complètement parce qu'il devient presque fou de se rendre compte qu'il a des barrières à tous les coups. Il n'a pas de papier, il n'a pas de passeport parce que pour traverser, il faut tout perdre, il faut tout jeter. Parce que sinon on vous reconnaîtra. Alors même faire son passeport, ça devient un autre parcours de combattant. Et pour lui, ça devient comme si les horizons, à tous les coups, sont bloqués. Et donc là, on se rend compte qu'il faut le suivre dans un hôpital psychiatrique pour lui redonner espoir, pour qu'il se reprenne en main, pour qu'il se retrouve et commence à vivre en Europe. C'est aussi cette histoire que vous racontez, et eux-mêmes racontent cette histoire, racontent la violence de ce qu'ils ont vécu. Ces traumatismes dont vous parlez, finalement, ils sont communs à tous les personnages qui sont dans ce documentaire. Vous qui les avez tous rencontrés, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut se relever de ces blessures-là ? Je pense que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est un peu pour ça que je fais ce documentaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui, comme je dis, on nous dit, il y en a 10 qui sont arrivés, mais on ne sait pas combien sont morts. Il y en a beaucoup qui meurent. Et quand des gens meurent, c'est aussi des familles qui sont touchées psychologiquement. Je vous dis par exemple que sur place, au Sénégal, où j'étais, au Cameroun, où je suis partie également, où les miens se trouvent, il y a beaucoup de familles qui ne vous parlent plus des leurs. Ils savent seulement qu'ils sont partis. Mais il y a des gens qui, même des mamans qui ne parlent plus, parce qu'ils n'ont aucune nouvelle, mais ils n'osent pas dire qu'ils ont perdu les leurs. C'est donc un traumatisme qui est général et familial. On va peut-être passer maintenant à ceux qui ont le courage, on peut dire ça comme ça, de faire le voyage retour, de retourner dans leur pays d'origine. On va regarder un extrait. Quand il rentre, je trouve ma femme, puis au bout d'un mois et demi, on est en désaccord. C'est là que j'ai un peu été frustré. Et je me suis rendu compte que le fait d'être absent pendant ce long moment a aussi joué dans notre vie. Donc, si bien que cela a entraîné notre séparation. Donc, jusque-là, je ne peux pas être bien avec mes enfants, je ne les voyais même pas. Donc, ça m'a trop gêné, et jusqu'à ce que nous sommes séparés. Bon, je dis ça comme ça au fond de mon cœur, parce que si je n'étais pas allé pour aussi longtemps, si je n'étais pas allé en aventure, parce que l'aventure, ça se vaincre ou mourir. Tu atteins un objectif. Et si tu n'atteins pas, tu chercheras, tu vas atteindre. Et pour finir, ça te détruit beaucoup de choses derrière. Beaucoup de destruction après ce voyage-retour. Qu'est-ce qui rend les choses aussi compliquées, Marie-Noëlle ? Faut dire que quand ils rentrent, pour ceux qui ont le courage de rentrer, parce que je dis il faut beaucoup de courage. Quand ils sont ici, lorsque vous dites par exemple, alors allez écouter, lorsque vous dites je veux rentrer, les familles disent mais non, tu es fou, tu viens où? Et là, ça bloque beaucoup qui, trouvant la misère ici ou alors beaucoup de difficultés, ont envie de faire le chemin retour, ils sont bloqués. Donc il faut beaucoup de courage, c'est-à-dire pouvoir affronter le regard des familles et leur dire coûte que coûte, je rentre pour essayer de me reconstruire. Et ceux qui rentrent sont mis carrément au banc de la société. C'est le cas de Léo, c'est le cas de Stéphane. Et le cas de Boyegaï au Sénégal, également de Cheikh au Sénégal, qui pendant des années, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont rentrés. Et moi, c'est l'occasion de leur donner, de rompre, de briser le silence dans lequel ils se sont terrés pendant des années et les écouter enfin, parce qu'ils ont vécu, ils ont une expérience occidentale, ils vont nous raconter leurs galères et peut-être qu'à travers eux, ça va permettre aux autres de comprendre que finalement l'Eldorado, c'est pas là où on pense.
et que l'Eldorado, comme ils le disent, c'est là où ils sont, parce qu'ils sont tellement contents d'être rentrés et de retrouver les leurs. Et on se rend compte que, en les écoutant, les familles aussi, en faisant parler Stéphane, sa famille, Léo et sa famille, les autres aussi, on a comme une thérapie qu'on est en train de faire, même à toute la société, tous ceux qui sont concernés par ces migrations, directement et indirectement. Tout le monde se rend compte qu'il y avait une grosse erreur qu'on est en train de commettre. Et je pense que le film, comme je l'ai découvert à la suite, devient comme une thérapie même pour les sociétés africaines. Même pour les sociétés africaines. Partir de Marie-Noëlle Niba, un film qui est en avant-première le 23 septembre à 18h45 à Paris. Je voudrais saluer aussi la mise en image de ce documentaire et la bande sonore, puisqu'il y a 8 musiques qui ont été composées par le bassiste camerounais Richard Bonnard. Exactement. Très beau documentaire, très fort, avec des témoignages très puissants et rarement entendus. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Niba.